qu'ont en commun une difficulté à distinguer la droite et la gauche, à attraper un ballon et à écrire lisiblement. Ben, aujourd'hui, on parle d'un trouble auquel on réfère souvent comme invisible. Il s'agit de la dyspraxie visio-spatiale et je vais m'en tenir à DVS pour la suite. Et pour te mettre en contexte, si tu es un auditeur régulier du podcast, tu te souviens, dans plusieurs épisodes, on a parlé de TDC, de troubles développementaux de la coordination, et dans un épisode plus récent, d'oculomotricité, donc les mouvements des yeux. Eh bien, l'épisode d'aujourd'hui là, se retrouve un peu comme à la croisée des 2 et j'en dirai pas plus pour l'instant, mais ça va faire beaucoup de sens quand on va débuter et tu sais que tu es entre bonnes mains si tu as reconnu le nom de mon invitée, aujourd'hui parce qu'elle est bien connue dans le domaine, notamment pour avoir, entre autres, coécrit le célèbre livre «Mon cerveau ne m'écoute pas». Oui, il s'agit de France Léger. France qui a travaillé comme ergothérapeute pendant 31 ans au Centre de réadaptation de l'Estrie, avec différents types de clientèle, mais principalement avec la clientèle TDC, dont elle a récemment pris sa retraite pour se concentrer sur l'enseignement au programme d'ergo de l'Université de Sherbrooke. Elle offre aussi de la consultation, du mentorat de manière ponctuelle aux ergos, en plus d'être consultante pour l'association Dagobert et compagnie. Elle va nous en reparler, qui cible le TDC. Alors, ben, salut France, bienvenue sur le podcast. Ben bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Ben, génial, France. Tu vas nous aider à mieux comprendre ce que vivre avec la DVS et accompagner ses enfants peut impliquer. Tu vas nous partager des stratégies concrètes et des adaptations simples à mettre en place à la garderie, à l'école, à la maison, dans les loisirs. Je viens de te faire tout un plan, hein? Voilà. Alors, notre objectif, c'est que cet épisode contribue à changer la façon dont je parle à vous autres là, qui écoutent, tu comprends les difficultés d'au moins un enfant et aussi à rendre plus visible, c'est un autre de nos grands objectifs de l'épisode d'aujourd'hui, la DVS dans nos communautés. C'est pas mal ça, France? Oui, c'est vraiment ça, là. J'espère qu'on va réussir. Je suis confiante, aucun doute. Alors, on se retrouve après l'intro. Bonne écoute! Parfait. Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. France, je suis curieuse dans cette longue carrière avec cette clientèle-là, le TDC et en partie la DVS. Comment ça s'est passé? Parle-nous un peu là, de ton expérience professionnelle dans ce domaine-là. D'accord. Ben effectivement, moi, ben, j'ai commencé à être ergothérapeute, là, le centre de réadaptation, disons, c'était pas mon premier emploi, mais en pédiatrie, là, au centre de réadaptation de l'Estrie, j'ai touché à différentes clientèles. Mais assez rapidement, j'ai eu la chance de travailler avec une neuropédiatre en Estrie que peut-être certains auditeurs là, connaissent de nom, là, Dr. Evelyne Pantier, qui est malheureusement décédée actuellement. Mais c'est ça, c'est elle, elle avait beaucoup à cœur de faire connaître, on parlait de la dyspraxie motrice, hein, dans ce temps-là, et puis elle croyait beaucoup à la réadaptation, ce qui était quand même assez unique là, hein, pour une neuropédiatre. Elle est venue vraiment nous chercher au centre, puis elle voulait travailler avec nous. Puis j'ai eu la chance là, vraiment de la côtoyer, puis d'apprendre avec elle, ni plus ni moins, qu'elle soit vraiment ouverte aussi à ce que l'ergothérapie pouvait amener aux enfants. Donc ça, c'était merveilleux. Donc, c'est beaucoup
beaucoup grâce à elle. Puis, tu sais, je n'avais pas planifié ça vraiment de façon vraiment précise, mais de fil en aiguille, on s'est mis à travailler de plus en plus ensemble. Et c'est comme ça qu'on a créé un sous-programme vraiment dédié à la dyspraxie à Sherbrooke, chose qui n'existe pas ailleurs au Québec encore à ce jour. Évidemment, tout le monde dessert cette clientèle-là, puis c'est de plus en plus connu, puis c'est heureux, là. Mais on peut dire quand même qu'on a été pionniers en Estrie à cause de ça. Puis moi, ben, veux pas, par la force des choses, ben, j'aimais beaucoup cette clientèle-là pour le défi que ça représentait parce que c'était pas beaucoup connu, puis que je voyais que les enfants étaient si souffrants. Mais, puis tu sais, tu as parlé d'handicap invisible, c'est vraiment ça. Ils étaient si souffrants, mais qu'on ne comprenait pas pourquoi. On avait beaucoup de méprise sur leurs difficultés. On attribuait ça à toutes sortes d'autres choses. Oui, parce qu'on voit pas. Exactement, on voit pas, puis c'était facile à l'époque et même encore un peu, même si c'est mieux, d'attribuer à de la mauvaise volonté, à de l'incompréhension, à un manque d'effort, tout ça, là, hein, tous les préjugés qu'on connaît. Donc, on dirait que j'ai vraiment pris la mission, au fil du temps, de faire connaître. Ça a été vraiment ça mon leitmotiv au niveau de ma carrière, de faire connaître le trouble. Beaucoup pour les parents, je dirais, mais pour évidemment mes collègues ergo et les autres professions. Donc, finalement, en plus de la clinique, ben, tranquillement, c'est ça, je me suis impliquée au programme d'ergo quand ça a été développé à Sherbrooke, puis de faire des formations, puis bon, le livre qui était une idée de Sylvie, hein, ma co-auteure, dont je suivais la fille. Donc, finalement, on peut dire que je suis une bonne suiveuse, dans le sens que j'ai embarqué dans les projets de toutes sortes de personnes autour de moi pour apporter ma couleur, puis pour faire connaître l'ergothérapie aussi, là. Oui, ça a été un des premiers ouvrages, ciblant ce sujet-là, hein? Exactement, exactement. Puis au Québec, encore à ce jour, il n'y en a pas beaucoup d'ouvrages québécois. Puis on pourra peut-être en glisser un mot, mais tu sais, la difficulté entre, oui, on peut référer à d'autres ouvrages, ben, en anglais, au Canada en anglais, ou en français, ben là, c'est français. Mais tu sais, il y a toujours quand même des différences entre nos fonctionnements. Les systèmes de santé et d'éducation sont un peu différents. Et notre façon de comprendre, on va en parler, je pense que notre façon de comprendre les troubles sont quand même un petit peu différentes. Oui, je pense que tu as raison. Ben, lançons-nous dans le sujet. Est-ce qu'on peut établir quelques bases théoriques pour débuter? Regarde, je vais te lancer des mots, puis tu vas me les définir d'une manière québécoise, D'accord. vulgarisée, occupationnelle, pour qu'on parle le même langage finalement tout au long de l'épisode. C'est sûr qu'on va parler des yeux. Fait que peux-tu nous décrire, mettons, vision, la Oui. vue? Bien, la vision, hein, c'est sûr que c'est un sens qui est très, très, très prédominant dans notre vie. Et c'est vraiment la perception par l'œil des stimuli lumineux qui nous permettent de détecter les objets de notre environnement, leur forme, leur couleur, leur position dans l'espace. Donc, ça nous permet de percevoir le monde extérieur. Et puis, c'est sûr que quand on y pense, le sens de la vision, il est vraiment mis à contribution dans à peu près tout ce qu'on fait. Évidemment, quand on a un trouble visuel ou qu'on est aveugle, ben, on se sert de d'autres sens. Mais quand on y pense, évidemment, c'est un monde de voyants, hein, dans lequel on vit. Puis les stimulations visuelles sont omniprésentes, mais il s'appuie aussi beaucoup sur les autres stimulations sensorielles pour guider notre action. Donc, oui, on se sert beaucoup de notre vision, mais appuyé par le tactile, le mouvement, l'audition, bon, tous les autres sens. Puis, la dernière chose que je dirais, puis on va y revenir, comprendre bien la vision, c'est que c'est intimement lié au fonctionnement cognitif et au niveau d'attention. Ça, c'est important de s'en rappeler. OK. Fait qu'on retient ça parce qu'on va revenir. J'aurais le goût de te demander d'élaborer, mais on se retient un petit peu pour faire d'autres définitions. Tout à fait. OK. Bon. Alors, perception visuelle. Alors, la perception visuelle, c'est vraiment la façon dont on comprend l'information visuelle qu'on reçoit. Donc, c'est vraiment le processus complet aussi, grâce auquel, là, c'est ça, on comprend ce qu'on voit, on interprète ce qu'on voit, puis on peut agir par la suite.
Donc, c'est un processus vraiment qui est complet puis qui se développe au fil du temps, hein. Le bébé n'a pas toutes ses habiletés de perception visuelle, évidemment. L'enfant, progressivement, développe ses capacités de perception visuelle et il se développe aussi au fil du temps, au fil des expériences, des apprentissages, du contact avec les autres. Tout ça contribue au développement de la perception visuelle et c'est en interagissant avec l'environnement que l'enfant développe ces capacités-là. Et puis, c'est sûr que ben, c'est intimement lié ou ça interfère beaucoup avec les occupations, notre vie quotidienne, les apprentissages scolaires et les apprentissages tout au long de notre vie. C'est un processus qui est complet. Puis, j'aurais le goût, là, peut-être un petit peu plus d'élaborer dans le sens que je pense que c'est utile de dire que la perception visuelle comprend deux composantes. Il y a tout ce qui est les habiletés réceptives, puis les habiletés cognitives. Fait que c'est pour ça, tantôt que je disais intimement lié à l'attention et à la cognition. Donc, si on prend les habiletés visuo-réceptives, c'est vraiment le mouvement des yeux. Puis là, on va faire un lien avec, justement, tu en as parlé, avec l'épisode sur l'oculomotricité. Donc, j'en parlerai pas beaucoup, mais juste pour faire référence que c'est lié. Donc, l'oculomotricité, c'est dans le visuo-réceptif, c'est dans la façon dont l'œil bouge pour aller chercher l'information visuelle. Puis j'aurais le goût de nommer, il y a 3 choses probablement qui ont été nommées là. Donc, il y a la fixation visuelle, hein, la façon dont notre regard se cible, se centre sur une cible immobile. Ensuite, la poursuite visuelle. Donc, comment on est capable de suivre, c'est ça, un objet en mouvement. Oui. Et la saccade visuelle ou le balayage qui est tellement important, mais qui réfère moins pour monsieur, madame, tout le monde, mais qui nous permet d'organiser une séquence de nos yeux, hein, organisée, gauche, droite, haut, bas. Évidemment, dans cette composante-là, il y a toutes sortes d'autres habiletés qui sont plus évaluées en optométrie, qui est vraiment la fonction de notre œil, l'acuité visuelle, l'accommodation, convergence, divergence, bon, des termes un peu qui font partie de l'examen visuel habituel là, quand on va chez l'optométriste. Donc, ça, c'est la partie visuo-réceptive. Donc, comment l'œil reçoit l'information, puis qu'est-ce qu'il fait avec. Mais il y a toute la partie, puis c'est là que les ergots, on est plus aussi interpellés, la partie visuo-cognitive. C'est-à-dire, là, c'est l'action du cerveau. Hein? Comment le cerveau interprète, analyse et comprend l'information visuelle pour l'utiliser adéquatement, finalement, pour agir sur l'environnement, pour répondre aux demandes de notre environnement. Puis dans cette composante-là, il y a 4 éléments. L'attention visuelle, justement, dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est un préalable. Si on n'a pas d'attention visuelle, on ne peut pas faire le reste. Non. Si on ne regarde pas la cible, on ne va rien recevoir ou on n'aura rien à traiter. Exactement. OK. Après ça, la mémoire visuelle. Hein? Comment on encode l'information visuelle puis comment on est capable de la récupérer. Mais beaucoup, puis c'est surtout de ça qu'on va parler aujourd'hui dans la DVS, c'est que la discrimination visuelle. Puis quand on parle de discrimination visuelle, là, on réfère à la vision du quoi, donc l'objet. Comment on comprend l'objet, comment on le discrimine, comment on le distingue, et la perception du où, donc l'espace. Comment on comprend l'espace. Donc, ces 2 composantes-là font partie de la discrimination visuelle. Et le 4e élément, c'est l'imagerie visuelle. Donc, l'habileté à se représenter, mais mentalement, des images visuelles. Puis ça, c'est difficile pour les enfants. Donc, ça fait un peu le tour de la perception visuelle. Je sais que j'en ai dit beaucoup, mais tu me permets-tu encore 2 petites choses dans ce thème-là? Oui, Parce que vas-y. là, on parle de dyspraxie visuo-spatiale. Fait que juste à quoi on réfère quand on dit visuo-spatial? Bien, c'est la position et l'orientation dans l'espace. OK? Visuo-spatial, donc c'est comment on voit les choses, comment on voit l'espace, comment on comprend l'espace. Et puis, pour faire la distinction, parce qu'on peut aussi entendre visuo-constructif. C'est-tu la même chose? C'est-tu différent?
Bon, une autre affaire pour nous mêler, mais ça se ressemble, hein, il y a beaucoup de termes. Puis c'est parce que je le dis, parce que quand on fait des recherches sur internet, on voit toutes sortes de choses. Fait qu'habileté visuo-constructif, bien évidemment, c'est à partir de l'espace, mais c'est plus précis d'être capable de faire des constructions en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Donc, au niveau graphique, papier-crayon, quand on fait des dessins, de la copie de Ouais. forme, c'est du visuo-constructif parce que, hein, à partir d'un modèle, on construit quelque chose avec notre crayon ou à partir des objets, faire des constructions de blocs, des casse-têtes, des modèles, toutes sortes de choses comme ça. Mais on pourrait dire que le visuo-constructif fait partie du visuo-spatial parce qu'on interprète l'espace quand on fait des constructions. Ouais, mais ça commence là. Donc, si j moi, je pense à un exemple précis, comme tu disais, des copies de formes qu'on demande aux enfants souvent quand on fait une évaluation. Donc, ils doivent aller chercher l'information avec leurs yeux, donc attention visuelle, analyser ce qui, avoir les bons mouvements des yeux pour le faire, analyser l'information, donc les lignes sont agencées de cette façon-là, se créer une image mentale, une représentation dans leur tête. Puis après ça, ils doivent la reconstruire sur le papier, puis la partie motrice doit exécuter ça aussi. Donc si je sais exactement ce que je veux construire, mais que la main a pas la bonne planification motrice, ça peut être compliqué. Fait que c'est compliqué. Il y a beaucoup de composantes dans tout ça. Exactement, puis je savais que c'était pertinent de poser des questions, de théorie fondamentale au début pour commencer, puis je suis certaine là, que tous nos auditeurs sont déjà comme: «Wow, attends là, je vais aller chercher, un papier, un crayon, je vais prendre des notes, je vais réécouter, cet épisode-là plusieurs fois». Parce que déjà là, hein, on pourrait arrêter, c'est super riche déjà ce que tu viens de nous présenter, mais c'est pas fini. Donc Non. restez à l'écoute, allez chercher le papier, revenez et on poursuit. Court rappel, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, mais quand même là, court rappel entre le c'est quoi le lien entre dyspraxie puis TDC là? Parce que c'est la même affaire, ça c'est quoi qui s'est passé là? Pourquoi on utilise toutes sortes de termes bizarres? Puis pourquoi aussi, peut-être que tu pourras lier avec ça, quoi la DVS qui s'appelle dyspraxie visuospatiale, pourquoi c'est pas Ouais, TDC visuospatial ou en tout cas, démêle-nous là-dessus. parfait. OK. Bien, hein, il y a vraiment plusieurs années, quand le trouble a commencé à être connu, on appelait ça la dyspraxie ou dyspraxie motrice, quand on était un peu plus précis. Donc, l'ensemble de la communauté internationale, je dirais, là, tout le monde appelait ça pas mal la dyspraxie motrice. Ça référait, parce que hein, si on pense à ce qu'est une praxie, c'est vraiment, comme tu dis, l'habileté à élaborer, planifier et automatiser une séquence de gestes moteurs. Et puis, sans s'étendre trop, mais c'est sûr que quand on fait ça, on a besoin de toutes sortes de choses. Donc, l'entrée sensorielle, comment on planifie dans notre tête, puis du geste moteur, comment on le met en action motrice avec notre corps. Puis, au fil du temps, c'est que dans le milieu anglophone, le terme dyspraxie a été changé pour Developmental Coordination Disorder. Ça fait très longtemps. C'est depuis 1994 que ce terme-là a été proposé. Mais en français, on dirait que ici au Québec, mais et toute l'Europe francophone, les gens ont continué d'utiliser dyspraxie parce qu'ils étaient habitués, puis qu'il n'y avait pas eu de traduction officielle encore. Comment on traduit ça, le DCD, en français? Puis à un moment donné, ben, il y a eu l'appellation TAC, trouble d'acquisition de la coordination, qui n'est pas resté très longtemps finalement. Parce que là, ben, c'était un petit peu mêlant. Puis là, après ça, dans d'autres, consensus, si on peut dire, Ouais. ben, les gens ont dit: «Ben, au moins, si elle fait le terme développemental dans toutes les langues, ça aiderait à s'uniformiser». Donc c'est comme ça que en 2015, le terme avec le DSM-5, le terme TDC, trouble développemental de la coordination, est apparu. Mais c'est sûr que pour nous, au Québec, ben, tu sais, ça a été long quand même, le changement de pratique, puis on le sait dans toutes sortes de troubles, changer un terme, c'est bon, hein, c'est difficile. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, ça ne changeait pas la nature du trouble. C'est ça qu'il faut C'est ça. retenir, OK, OK? ça tu nous Mais pour tous ceux qui nous écoutent, puis surtout pour les parents, les enseignants, les gens qui n'étaient pas du domaine de la réadaptation ou médical, ben moi, je pense que trouble de la coordination, c'est plus facile à comprendre que dyspraxie, parce que c'est pas tout le monde qui connaît c'est quoi une praxie. ouais.
Ouais, on peut inférer, ça va mal avec la coordination. Trouble, donc sans savoir plus, on sait déjà ce que ça touche. C'est ça. Dyspraxie, c'est C'est un peu plus plus vague, nébuleux. c'est abstrait, ouais. Exact. Puis, juste dernière chose, c'est qu'il y avait beaucoup plus de possibilités de confusion parce qu'avec les troubles 10, en Europe, ils sont forts là-dessus, l'appellation trouble 10. Donc, dyspraxie, dysphasie, dyslexie, dysorthographie, bon, toutes ces 10-là. Donc là, il y avait encore plus de chances de confusion. Puis là, j'arrive à la dyspraxie visuospatiale parce que dans le fond, ça vient de là, c'est que parce que la dyspraxie visuospatiale, il faut bien comprendre que l'élément moteur est compris dedans, même si ce n'est pas si clair à l'appellation. Donc, quand ils définissent, on dit, tiens, on peut décortiquer. Donc, dyspraxie, c'est ce qu'on a dit, un trouble d'élaboration et d'automatisation des gestes moteurs. Visuaux, bien, on a parlé de la vision tout à l'heure, donc difficulté à coordonner les gestes des yeux. Et spatial, bien, difficulté à s'organiser dans l'espace. Mhm. Donc, moi, j'aime mieux parler, puis tu sais, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais j'aime mieux parler de composantes visuospatiales du TDC. Je trouve que c'est moins mêlant parce qu'il ne faut pas le comprendre comme une problématique complètement détachée. Ouais, oui. Ça fait partie, mais il y a des enfants qui ont la partie motrice très, très atteinte, puis un peu moins au niveau de la perception visuelle, puis d'autres que c'est l'inverse. Mais, en tout cas, dans ma pratique, moi, j'ai vu quand même que la plupart des enfants qui ont un TDC ont certaines difficultés avec la perception visuelle et vice-versa. Donc, je crois que pour tout le monde, puis quand on donne des recommandations ou des conseils, c'est plus facile à comprendre quand on le présente comme ça. Bon, après ça, à chacun de voir à quoi ça correspond. Mais je pense que si on veut tous s'entendre, ben, on parle d'un enfant qui est susceptible d'avoir des difficultés autant du côté moteur que de la perception visuelle. Je dirais ça un peu. Je ne sais pas si ça éclaire. Ben, tu peux le dire, oui, ça nous éclaire, puis ça fait du sens parce que de l'isoler du reste, tu sais, ça serait comme dire l'enfant a un TDC des mains seulement. Mais c'est Exact. sûr qu'il y a des enfants qui sont plus affectés dans le TDC, dans la motricité fine que dans la motricité globale. Il y en a qui sont plus affectés au niveau des mouvements des yeux et tout ça. Mais je pense qu'on ne peut pas splitter l'enfant comme ça en morceaux. C'est vrai que ça peut être mélangeant de penser à la DVS comme un diagnostic séparé, puis en fait, ce n'est pas un diagnostic, c'est pas dans le livre des Non, docteurs, là, le non. DSM. Exactement. Puis ça, c'est un autre facteur de confusion parce que justement, quand on arrive pour parler des critères diagnostiques, vous allez voir, toutes les recherches que vous pouvez faire, bien, les critères diagnostiques que vous allez voir, ce sont ceux du TDC. Ouais. Donc, le DVS en tant que tel n'est pas un diagnostic médical reconnu, c'est une appellation clinique. Oui, c'est un regroupement de manifestations. Donc, je trouve que c'est encore plus facile de le comprendre sous le chapeau du TDC. Puis, en plus, c'est quand on donne des recommandations, bien finalement, ça va beaucoup se recouper. Quand un enfant a de la difficulté à planifier ses gestes moteurs, bien évidemment qu'il prend l'environnement visuel pour bouger. Donc, ça vient vraiment embêtant là, de séparer ça. Donc, moi, je dirais que quand on voit DVS, ben, c'est souvent les neuropsychologues qui vont peut-être avancer cette étiquette-là quand ils font une évaluation plus complète là, du profil cognitif des enfants. Nous, comme ergo, là, je ne sais pas, il y a peut-être différentes façons de faire. Moi, je n'avais pas tendance vraiment à mettre l'étiquette, mais à plus parler des difficultés de perception visuelle dans le portrait plus global de difficultés de coordination motrice. Ouais, moi aussi. Est-ce que un enfant, là, on voit bien le lien entre le DVS dans le TDC, mais est-ce que une personne peut avoir des troubles visuospatiaux sans TDC? Est-ce que ça, c'est fréquent? Ben, moi, je pense pas que c'est fréquent, mais j'ai pas de réponse absolue à cette question-là parce que moi, j'en ai pas vu dans ma pratique parce que il y a quand même une bonne raison. J'étais en centre de réadaptation. Il fallait avoir un diagnostic moteur pour intégrer un centre de réadaptation. Puis aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'études seulement sur la portion DVS. En tout cas,
j'ai fouillé un petit peu, puis je prétends pas, là, je j'ai pas le répertoire complet, là. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui peuvent en avoir trouvé, mais c'est pas fréquent. Donc, je dis pas que je pense qu'il y a peut-être des enfants qui ont certaines difficultés avec leur perception visuelle sans être vraiment atteints, qui ne seraient pas admis justement, qui n'ont pas des manifestations au niveau moteur assez importantes pour en faire un TDC. Peut-être que oui, il y a certains enfants, mais moi, je pense que c'est pas la majorité des enfants. Je pense que la majorité des enfants ont les 2 composantes à des degrés différents. Je dirais ça. Dis-le, dis-le, c'est une super bonne précision, puis je trouve que c'est une façon aidante de le comprendre, de se perdre dans la distinction. C'est pas utile au quotidien pour aider l'enfant, ni pour l'enfant pour se comprendre non plus, ou sa famille. Donc, Exact. hey, c'était très pertinent. À partir de quel âge, est-ce que ce sont les mêmes normes d'âge un peu que le TDC qu'on peut remarquer, ben, sans en sortant de l'étiquette des VS, OK? Mais de remarquer que l'enfant a des difficultés avec la perception visuospatiale et tout ce que tu as nommé, dans le fond. Fait qu'à partir de quel âge l'enfant est assez développé, dans le fond, pour qu'on puisse commencer à soupçonner qu'il peut avoir des défis de ce côté-là? Ben, moi, je pense que c'est à peu près la même chose que le TDC. L'entrée à l'école demeure, je crois, un moment vraiment clé, une étape charnière à cause de la multiplication des demandes, des contextes, c'est ça, de la complexification des tâches. Mais assurément, il y a des choses qui auront été remarquées avant. Je le crois vraiment, puis on ira dans les exemples tout à l'heure là, de qu'est-ce qu'on peut voir à la maison. Mais c'est sûr qu'on peut voir soit en comparant avec nos autres enfants de la famille ou les cousins-cousines ou face aux tâches qu'on demande, mais un enfant qui va se cogner plus fréquemment, qui va avoir de la difficulté à évaluer ses distances, qui va chercher tout le temps ses choses dans ses tiroirs, ben oui, au départ, il est peut-être inattentif, il va peut-être trop vite, il pensait à autre chose, mais à un moment donné, probablement que les parents disent: «Ben là, ça se peut pas là, que ça soit juste, tu sais, il y a peut-être autre chose». Mais je pense que aussi avec les examens visuels, tu sais, ça, faut éliminer parce que faut dire, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la DVS ou le trouble dont on parle de perception visuelle, ça peut exister avec ou sans trouble de la vision. Mais évidemment qu'il faut s'assurer que l'enfant ait une bonne acuité visuelle. Fait que peut-être qu'aussi, tu sais, si l'enfant, ben, au test chez l'optométriste, il remarque rien de particulier, mais qu'on voit dans le quotidien qu'il y a quand même des manifestations. Mais je dirais que, je pense que c'est l'entrée scolaire encore, tu sais, qui est le plus Ouais, probant pour: «Oh là, vraiment, c'est pas juste nous à la maison qui remarquent ça, mais ça se multiplie, là». ouais. Mais peux-tu y aller dans les exemples précis, justement? À la maison, qu'est-ce qu'on peut, remarquer? Qu'est-ce que l'enfant peut remarquer lui-même? Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'on Ouais, remarque en milieu scolaire? oui. Ça ressemble à quoi? Tout à fait. Ben, à la maison, là, dans son quotidien, c'est un enfant qui va beaucoup avoir de la difficulté à trouver ses objets. Mettons, il cherche puis il connaît son jouet, là. Il sait qu'est-ce qu'il va chercher. Puis ça, faut pas, justement, faut distinguer. Tu sais, c'est pas un problème de je comprends pas, là. Donc, il cherche son jouet, mais dans le coffre à jouets, à travers tout un ensemble, ben, il n'arrive pas à distinguer. Il n'arrive pas à bien le reconnaître. Même chose, les vêtements dans des tiroirs, dans la garde-robe. Fait que, tu sais, on lui demande d'aller chercher un tel ustensile dans le tiroir. Fait que ça va tout être des exemples vraiment concrets où l'enfant va chercher beaucoup plus qu'un autre. Il va perdre beaucoup plus facilement ses objets. Il va avoir de la difficulté à les ranger. Il ne sera pas organisé. Bon, tout le sens des vêtements, des chaussures, ça, c'est sûr que ça va être assez typique, hein, qu'on va remarquer ça. Puis là, ben, au départ, c'est normal chez tous les enfants. Mais là, les parents disent, ben, on lui a montré, on fait de l'entraînement, puis il se trompe encore. C'est ça qui est aussi le critère. Parce qu'il faut donner toujours, tu sais, le temps d'apprentissage, comme n'importe quoi. Mais c'est malgré les expériences, malgré les opportunités d'apprentissage, l'enfant, voyons, puis il a compris, il sait ce qu'on lui demande.
Ça serait un enfant aussi qui, au niveau, tu sais, de se déplacer, ben, il rentre souvent dans les murs, il fait tomber les objets parce que il ne se situe pas bien dans l'espace, mais il calcule pas bien la distance aussi. Fait que ça fait partie de, comme on a dit tout à l'heure, l'évaluation visuelle. Même au niveau des livres d'histoire ou de reconnaître des images, tu sais, on est beaucoup plus, les enfants sont exposés aux écrans beaucoup plus tôt maintenant. Ben, tu sais, si les parents remarquent qu'il y a de l'intérêt, mais voyons, il ne reconnaît pas bien les choses, il ne se repère pas bien à l'écran, ça peut être ça aussi un signe. Puis, c'est un enfant qui ne sera pas beaucoup intéressé par les activités de dessin, de construction, parce que c'est difficile pour lui, là. Fait que ce sont des exemples, là, à la maison, vraiment concrets que les parents peuvent remarquer. Est-ce qu'il y aurait moins d'intérêt pour la lecture ou regarder des livres d'images ou c'est plus la difficulté, mais l'intérêt doit chuter aussi quand l'enfant n'est pas satisfait de son interaction avec le matériel visuel? C'est clair, c'est Ah. clair. Donc, tu sais, par quel autre moyen, on parlera des forces, mais tu sais, c'est sûr que spontanément, s'il y a de la difficulté à vraiment discriminer, orienter le mouvement de ses yeux, ben c'est pas quelque chose qui va être satisfaisant ou plaisant pour lui. Fait que, tu sais, le parent peut l'accompagner, peut décrire verbalement, puis pourra avoir des stratégies, mais spontanément, je pense pas que c'est un enfant qui va aller vraiment vers ça de lui-même, là. Les casse-têtes aussi. C'est ça. Aussi, c'est ça. Exact, exact. Mais généralement, quand on a ce type de difficulté-là, vers quel loisir les jeunes semblent graviter naturellement? Premièrement, ils sont meilleurs dans des activités individuelles que des activités d'équipe. Tu sais, quand ils vieillissent, là, On peut voir parce pourquoi, ouais. oui, parce que, tu sais, il y a trop de choses à tenir compte, là. Au moins, quand ils sont tout seuls, ils peuvent s'entraîner, puis ils peuvent avoir des stratégies, puis ils peuvent se comparer à eux-mêmes. C'est souvent ce qu'on voit. Là, dépendant aussi de l'ampleur de la composante motrice, là, puis l'informatique, tu sais, je dis qu'ils peuvent avoir de la difficulté, mais c'est tellement présent dans notre monde. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose où ils peuvent développer des habiletés puis avoir un certain succès. Parce qu'on voit quand même des enfants qui vont quand même se diriger beaucoup plus vers l'informatique que les activités papier-crayon, par exemple. Puis après ça, comme leur force, ben, j'en parlais tout de suite, comme leur force, c'est beaucoup au niveau verbal. Tout ce qui est l'audition et le verbal, c'est vraiment leur zone forte. Donc, tout ce qui est théâtre, créativité, humour, tu sais, tout ce domaine-là serait, je pense, plus facile pour eux et peut-être à exploiter. Puis, va être aussi, on va s'en servir pour travailler l'aspect visuel dans nos stratégies. Puis, un canal à exploiter, c'est leur mémoire auditive. Tu sais, donc de retenir des choses, mais par ce canal-là. Donc ça va être quelque chose où ils vont se sentir bons, puis ça va pouvoir soutenir aussi l'aspect visuel. Je dirais que ça serait pas mal ça. Les activités sportives aussi qui sont répétitives puis qui ne demandent pas trop d'orientation dans l'espace. Je pense à la natation, c'est ce que j'essaie de Oui, décrire. OK, Non, oui, le mouvement, oui, il est réciproque, peut être difficile à atteindre, mais on est dans l'eau, on n'a pas besoin de gérer des obstacles en mouvement comme des ballons et d'autres personnes non plus. Fait que tu as raison. Tu sais, à un moment donné, ils vont être familiers, puis le cadre est quand même assez stable. ils ont moins besoin de leurs yeux. Exact, exact. C'est ça, c'est ça. Mais c'est sûr que comme le vélo, il y en a plusieurs finalement qui finissent par y réussir. Mais au départ, c'est quelque chose qui peut être plus difficile pour eux, autant à cause de la composante motrice, mais tout le visuel a tellement d'importance pour se guider, pour se diriger, pour éviter les obstacles, tout ça. Mais tu sais, je pense que la plupart, quand même, y arrivent, là. Tu sais, ça va être plus long. Ouais. Ben, je ne sais pas si tu t'en vas à la même place que moi, mais j'ai hâte, dans le fond, de t'entendre parler de stratégie. Il y a l'accompagnement en ergothérapie où on est un professionnel qui peut aider l'enfant à apprendre différentes stratégies. En as-tu d'autres, des idées communes pour les problèmes les plus communs, du quotidien, de l'habillage ou de l'alimentation ou tout ça, là? Oui, une des clés qu'il faut penser dans notre environnement, c'est essayer de réduire les stimulations visuelles. Parce que une des stratégies qu'on donne souvent pour des enfants TDC en général, ce sont des repères visuels. Puis ça reste bon, là. Mais
Je pense que la clé, c'est de penser à quel repas visuel on donne. Parce qu'on a tendance à vouloir, comme adulte, rendre ça beau, mettre beaucoup, beaucoup d'informations. Il faut un petit peu freiner nos élans ou puis il faut mettre des choses simples parce qu'on veut que ça les aide. On ne veut pas leur créer une surcharge. Donc, mettre des repères visuels, mais qui sont clairs, qui sont faciles à décoder, donc plus en symboles ou, tu sais, pas des dessins trop élaborés avec plein de détails. C'est ça qu'il faut retenir. Mais des repères visuels, il faut en mettre. Aussi, connexe à ça, c'est qu'il faut organiser l'environnement pour l'enfant. Mais tranquillement aussi pour l'amener à, plus il vieillit, qu'il va s'organiser lui-même. Tu sais, qu'il va développer ses propres stratégies. Mais au départ, si on veut l'aider, ben, c'est de faire des catégories, de mettre dans des bacs, mettre des étiquettes, des codes de couleurs. Ça, tu sais, c'est bon parce que c'est simple. Une couleur, cette couleur-là, c'est toujours un tel type de jouet. Après ça, tes vêtements d'été, ils sont dans tel, tu sais, il y a telle couleur. Tu sais, c'est comme ça qu'il faut les organiser, puis qu'on va faire, qu'ils vont développer leur autonomie beaucoup plus facilement, puis qu'ils seront plus frustrés, là, tu sais, de tout le temps chercher, puis de tout le temps pas trouver ce qu'ils veulent, là. Donc, ça, je dirais que c'est des bonnes stratégies. Ah, puis, j'ai parlé de leur force, donc beaucoup guider verbalement, les faire parler. Tu sais, je pense que ça, il faut aller exploiter ça, puis il faut peut-être aussi se servir de leur mémoire, comme dire, leur mémoire auditive pour renforcer leur mémoire visuelle, parce que la mémoire visuelle, au départ, va être plus faible. Donc, si tu te répètes des mots, qu'est-ce que ça disait? On se répète la séquence, pas juste une séquence imagée, mais on se dit des mots. Premièrement, je fais telle chose. Deuxièmement, je fais l'autre chose. Donc là, on allie la force de l'enfant avec quelque chose qui est plus difficile, puis Mhm. ça va l'aider, puis il va avoir plus de succès. Je dirais que ça, c'est des pistes là, à la maison qui sont, j'imagine, puis peut-être les parents instinctivement même s'en vont vers ça. Mais tu sais, peut-être de le réaliser, surtout sur le plan de la quantité d'informations visuelles à rendre disponibles, ben, tu sais, si on dose, on a plus de chances de les aider. Ouais. Ben, j'aime vraiment ça parce qu'on est familier avec les routines, les séquences visuelles, mais moins avec les routines, les comptines, les séquences verbales qui peuvent, accompagner et substituer, dans le fond, les séquences visuelles. Ça me fait penser à l'apprentissage, des lettres, par exemple, quand on arrive en première année et que l'enseignante va montrer les trajectoires pour faire des lettres et on va voir ça sur les images avec des petites flèches et tout ça. Puis de plus en plus, elles le font ou ils, de, verbaliser, c'est ce qui est recommandé, donc d'écrire verbalement la trajectoire, pas juste: «Regarde tes flèches, regarde ton modèle et copie», puis pour eux, c'est encore plus vrai de prendre une stratégie comme ça. Oui, tout à fait. Puis c'est parce qu'on veut en plus qu'ils apprennent à se parler. Hein? Fait que ça va être un bon modèle. Puis ils vont apprendre à l'intérioriser tranquillement, puis à se guider eux-mêmes au fil du temps. Puis ce qu'on voit, c'est que à long terme, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont réussi à faire ça. C'est ceux qui ont réussi à bien se guider verbalement, d'abord à haute voix, puis après ça, ils l'intériorisent. Mais ils ont plus de succès quand ils réussissent à faire ça. Fait que déjà, quand on le modélise devant eux, ben c'est gagnant. J'aime ça, ce soutien-là, d'amener l'enfant vers l'autonomie, à comprendre quelles sont les stratégies, les moyens qui, moi, m'aident à mieux percevoir, à mieux apprendre, à mieux retenir, considérant, que ceci est un défi pour moi. Miser sur mes forces. Exact, exact. Puis, justement, parce que les forces aussi, il faut pas perdre de vue que ce sont habituellement des enfants qui ont un bon potentiel cognitif. Donc, Oui, ça n'a rien à voir. exact, Ouais. exact. Évidemment, quand on décortique le profil cognitif, ben, on voit un écart entre le verbal et le non-verbal. Mais au total, ce sont des enfants qui ont un bon potentiel d'apprentissage, mais encore faut-il prendre les bonnes stratégies puis les diriger vers les bons moyens pour que ça soit les bonnes entrées pour eux. Mais si on y va comme ça, ben, on a plus de chances qu'ils prennent ces stratégies-là puis qu'ils les utilisent à long terme dans leur vie. Mhm. Oui, puis la prise de conscience que c'est un défi pour eux, moi, je le vois aussi comme absolument indispensable pour qu'ils voient que, OK, ça, c'est plus difficile pour moi que pour les autres et qu'ils se sentent moins différents et qui aient moins
de susceptibilité à décrocher parce que quand on est en dehors de, tu sais, on en parle beaucoup comme ergo, la zone proximale du développement, mais au quotidien, à l'école, ils sont confrontés à des supports visuels puis des enseignements qui les poussent hors de leur zone proximale du développement. Puis c'est sûr que l'enseignant ne peut pas adapter pour tout le monde de manière différente ou en individuel tout le temps pour lui. Et donc, juste de savoir, regarde, pour moi, c'est pas comme les autres, là. C'est plus dur pour moi. J'ai des outils, un peu comme un enfant. Je fais souvent ce parallèle-là avec des allergies. Il peut pas manger la même chose que les autres. Il faut qu'il fasse plus attention. Il faut qu'il surveille plus certaines choses. Puis il y a des moyens pour se protéger. Et tout ça, ben, c'est la même chose, de comprendre quel est son défi et ce qui peut l'aider lui, puis de comprendre qu'il y a autant de potentiel que les autres en dehors du fait que ça complique un peu son quotidien, mais c'est comme ça. Tout Oui, le monde a comme un oui, défi, hein, dans sa je vie. pense qu'il faut le voir comme ça, effectivement. Ouais, puis cette partie-là de prise de conscience, d'acceptation, de valorisation, validation des forces qui viennent avec, justement, ma créativité, ma mémoire, mon traitement auditif, fait que l'enfant peut continuer d'avancer dans sa scolarité, beaucoup plus, mieux. De façon plus peut-être harmonieuse ou en tout cas, Merci. Est-ce que je t'ai interrompu ou tu avais encore des stratégies que tu t'en allais nous non, ben, partager? pour la maison, je pense que ça serait ça. En avais-tu spécialement à l'école ou ce sont comme un peu les Ben, mêmes? c'est sûr que c'est un peu les mêmes, mais est-ce que tu voudrais qu'on parle un petit peu plus spécifiquement des difficultés qu'ils rencontrent à l'école? Oui, ça m'intéresse, ça touche beaucoup d'enfants. Puis aussi, c'est que beaucoup d'enfants, c'est pas avant qu'ils soient à l'école qu'on risque de prendre conscience, qu'ils ont peut-être ce type de défi-là. Donc, oui, parlons-en absolument. OK. Donc, évidemment, tu sais, quand on parle de mouvement des yeux, ben la lecture, puis on en a parlé un petit peu dans les intérêts là, du jeune enfant, mais la lecture risque d'être un défi là, pour l'enfant qui a des difficultés au niveau visuospatial, autant dans le décodage, le sens de la lecture, pas sauter des mots, pas sauter des lignes, tout ça. Là. Puis, autant en vision de près, dans le cahier, dans le livre d'histoire, mais faut penser aussi qu'en classe, il y a beaucoup d'alternance entre la vision de près et la vision de loin parce que les enfants regardent l'enseignant, ils reviennent à leur cahier, ils regardent le tableau, ils reviennent à leur cahier, ils cherchent les affiches sur le mur. Donc, il y a beaucoup, beaucoup ce jeu-là hein, de passer de vision de loin en vision de près. Puis ça, c'est autant d'occasions de se perdre. Puis ça va être vraiment quelque chose que les enfants vivent souvent. Ils cherchent parce qu'ils ne savent plus où est-ce qu'ils étaient rendus. Ils recherchent. Fait que là, ils sont désorganisés dans leur cahier. Où est-ce que je commence à écrire, tout ça. Fait que la lecture, évidemment, au départ, ça peut être compliqué. Il y a de la fatigue visuelle aussi, de la lenteur qui peut s'installer. Puis comme c'est une des premières choses là, dans le cheminement scolaire, la lecture, donc ça risque d'apparaître. Puis connexe à ça, ben l'écriture aussi, veut pas, va être touchée parce que au-delà de l'aspect moteur là, de l'écriture, mais il y a tout le repérage dans l'espace aussi. Donc, quand est-ce que je sépare mes mots? Quel espace je laisse entre les mots? Est-ce que les lettres, je les colle, je les décolle? Où est-ce que je situe mes lettres dans l'interligne? Où je commence à écrire sur ma feuille? Fait que c'est encore autant d'occasions au niveau visuo-spatial, vraiment, vraiment, d'organisation, donc qui peut être compliqué pour les enfants. Mais ce que tu viens de dire, France, je trouve ça significatif pour, peut-être les professionnels qui sont à l'écoute, orthophonistes, orthopédagogues qui vont parfois être ceux ou même les tuteurs, qui vont recevoir les enfants parce que là, on remarque difficulté d'apprentissage de la lecture et l'entrée dans l'écriture, c'est sûr que, bon, on pense aux ergothérapeutes, mais c'est normal quand on commence à écrire d'avoir de la misère avec les espacements, la forme des lettres et tout ça. Donc, on n'est pas trop inquiet dans le premier 6 mois d'apprentissage de l'écriture que l'enfant renverse des lettres non plus et qu'il soit pas bien organisé dans l'espace. Il apprend, Oui, mais l'apprentissage de la lecture, on va dire, il y a plus facilement de comparatifs avec les autres. Donc, on peut diriger ces enfants-là rapidement vers des professionnels qui vont les aider à ce niveau-là, puis de sensibiliser que le problème peut venir aussi du visio-spatial et que à ce moment-là, ça peut être pertinent de recruter aussi l'avis, l'accompagnement d'un ergothérapeute. exact, exact. Oui, puis je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis parce que oui, tu sais, on connaît
tout ce qui peut mener à la dyslexie, donc l'aspect langagier de la lecture. Mais l'aspect viso-spatial, visuel, perception visuelle est moins connu dans les écoles des autres professionnels et tu as tout à fait raison. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. Est-ce que ça serait de ce côté-là aussi? Des fois, c'est les 2 en plus. M Des fois, c'est les 2, oui, oui. mais des fois, il y a pas de dyslexie. Tu sais, l'aspect langagier est pas touché, c'est l'aspect viso-perceptuel. Donc c'est très, très, important justement d'avoir ça en tête, puis d'aller vérifier, de regarder, bien, comment ça se présente, les difficultés, hein, de documenter, puis d'avoir l'avis de plusieurs, personnes. Mais de plus en plus, les écoles, je vais parler du Québec, bénéficient d'ergothérapeutes dans les centres de services scolaires. C'est sûr qu'il y en a pas assez, puis qu'on parle d'1 ergo pour genre, ben, j'exagère peut-être, mais 22 écoles, donc beaucoup plus de consultatif que de hands-on. Mais quand même, ces ergothérapeutes-là sont bien placés pour sensibiliser quand vous formez les enseignants, de mentionner ces difficultés-là, puis de faire que les gens qui sont près de l'enfant puis qui côtoient l'enfant au quotidien soient au fait que ça se peut et justement de demander un avis extérieur, si, s'il y a des soupçons. Tout à fait juste, parce que ça peut juste amener un autre angle, tu sais, d'analyse, puis une autre paire de lunettes, puis en combinaison, évidemment, avec l'enseignant, l'orthopédagogue, puis les autres, pour vraiment bien comprendre dans quel contexte se situent les difficultés de l'enfant, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, puis pas attendre trop tard. Pas attendre trop tard parce que quand je parlais tantôt, bon, tu sais, sensibiliser l'enfant puis tout ça, c'est que plus on attend, plus l'enfant il est down, là. Oui. Plus il est comme: «Ça marche pas pour moi, c'est dur, plus j'aime pas ça, moins je m'engage, puis moins je m'engage, moins ça fonctionne». Fait que plus on reçoit l'enfant jeune, plus on peut prévenir les impacts secondaires de ces défis-là. Tout à fait. Puis j'aurais le goût aussi parce que, là, on vient c'est majeur, là, l'écriture et la lecture, comme on dit, là, au début du cheminement de l'enfant. Puis j'aurais le goût de parler des mathématiques parce que moi, c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup intéressée, là, au fil de ma carrière. Puis finalement, c'est pas dès le départ parce que c'est assez simple, les mathématiques, au début, là. Bien, c'est sûr que si l'enfant inverse les lettres, ben il est susceptible d'inverser l'écriture des chiffres. Mais plus ça va, plus les concepts de mathématiques se complexifient et l'espace est très présent dans les mathématiques, les notions d'espace. Donc ça, encore là, peut-être être vigilant à ça. Comment est-ce que l'enfant aligne ses chiffres dans les opérations? C'est-tu parce qu'il ne comprend pas le concept d'addition ou c'est parce que tout simplement, il n'a pas aligné les dizaines, les unités, puis bon, alors là, c'est évident qu'il n'y a pas la bonne réponse, là. Fait que est-ce que c'est un manque d'organisation dans l'espace? Est-ce que, qui fait qu'il ne réussit pas bien ou c'est vraiment les concepts qu'il ne comprend pas? Mais aussi avec toute la difficulté d'imagerie, hein, visuelle, de représentation visuelle et ça vient interférer dans des concepts comme la géométrie, les translations, les tableaux, tout ça. C'est sûr que ça va poser des défis. Oui, graphique, exactement, exactement. Donc, puis ça, malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de support donné pour les mathématiques. Hein, on donne beaucoup de soutien, puis j'inclus tout le monde, là. Je comprends que c'est par manque de ressources, là, on le sait. Mais il y a tellement de difficultés en mathématiques qui s'accumulent au fil du temps, puis que les enfants sont complètement découragés face à leurs apprentissages de mathématiques. Moi, j'ai le goût de dire aux gens, puis particulièrement aux ergothérapeutes, intéressez-vous peut-être un peu aux mathématiques. Puis on n'est pas là pour tu sais, pour faire l'enseignement des notions, mais de trouver des moyens compensatoires, des outils qui vont les aider au moins à s'organiser, puis à comprendre, ben, tu sais, c'est quoi que ça veut dire dans l'espace, là, un cube, puis les concepts de géométrie, puis bon, tout ça. Donc, je pense que si on peut donner des pistes à ce niveau-là aussi, c'est important, là. Tu as tellement raison, puis ça me permet de souligner qu'on a eu un épisode là-dessus, pas sur le visio-spatial seulement des maths, mais il y a un ergo en France, Capucine Andy-Bourgeois, qui est spécialisé en mathématiques et qui, travaille beaucoup avec les enfants qui ont des besoins à ce niveau-là. Fait que je vais tout vous mettre ça en Oui, lien, hein, les épisodes, complémentaires sur le TDC, l'épisode sur les maths
et l'épisode sur l'oculomoteur aussi, là, si jamais là, t'écoutes, t'es super motivé, je veux aller plus loin, je veux en savoir plus, fait que ça serait peut-être où poursuivre. France, est-ce que on parle de guérison ou est-ce que c'est je sais ce que tu vas Mmh. répondre, mais je vais quand même Ben parce oui. que ça peut être ce qu'on pense quand on dit: «Ah, on va aller voir un ergo, un optométriste et tout ça, puis on va régler ça, la dyspraxie visuospatiale». Donc est-ce que c'est quelque chose qui va se résorber avec de l'accompagnement ou c'est persistant, puis on est plus dans la compensation toujours? Tu sais, c'est un trouble permanent, mais c'est sûr qu'il va y avoir de l'amélioration. Permanent dans le sens que ce qu'on va travailler va s'améliorer, mais au fil du temps, au fil des expériences de vie, au fil de la croissance, hein, ben, on vit des situations de plus en plus complexes. Puis c'est un peu la même chose que le TDC de façon générale, c'est que le monde dans lequel on vit, les expériences qu'on va avoir à vivre, les apprentissages qu'on va avoir à faire, ils vont être de plus en plus complexes. Ça va nous présenter beaucoup plus d'informations visuelles, beaucoup plus d'éléments à traiter, des actions plus complexes à produire par la suite. Donc, les défis vont revenir. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça ne veut pas dire que l'apprentissage de base, lui, il va rester toujours difficile. Non, l'enfant, il va passer ces étapes. Mais les apprentissages vont être plus longs. Puis de là, l'importance, comme on parlait tout à l'heure, que l'enfant développe au fil du temps ses propres stratégies, puis qu'il sera capable de dire: «Ah, OK, là, je vis une nouvelle situation qui me présente tel défi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai déjà vécu qui ressemblait sans être de la même nature, mais comment je pourrais réutiliser?» Mais ça ne vient pas automatiquement pour ces enfants-là, donc il faut beaucoup l'entraîner. Mais malheureusement, c'est pas quelque chose qui va disparaître complètement de sa vie. Ça va être un défi qui va rester comme plusieurs autres troubles de toute façon, là. Mais je veux pas qu'on comprenne, par exemple, qu'il y a pas d'amélioration possible, là. Ça, c'est clair. On l'a bien entendu. Est-ce qu'il y a des erreurs particulières ou des mythes qu'il faut comme garder en tête, qu'on voudrait déconstruire, qui n'ont pas nécessairement ressorti dans notre conversation? Ben, j'en ai glissé un tout petit mot au tout départ, mais je pense que ça vaut peut-être la peine de de le répéter. Le mythe de l'enfant fait pas d'effort, hein? Je pense qu'on le dira jamais assez. Donc, TDC avec ou, tu sais, composante motrice, composante visuospatiale, là, l'enfant fait vraiment beaucoup d'efforts pour comprendre ce qu'on lui présente, pour planifier dans sa tête comment je vais répondre à sa demande. Donc, ça, et de lui laisser le temps. Moi, je pense que s'il y a une chose qu'on peut retenir, c'est de laisser le temps à l'enfant de traiter l'information. OK. Oui, il a l'air inattentif, il a l'air de ne pas écouter, il a l'air à la limite, même des gens, des fois, disent il a l'air de se foutre de moi, mais c'est pas ça. OK? C'est il cherche soit comment exécuter de façon motrice ou comment, hein, on a dit, son cerveau essaie de comprendre l'information visuelle qu'on lui présente, puis quel sens ça a pour moi, puis comment ça va m'aider à agir. Donc, je dirais que ça, c'est encore à répéter, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais je pense que c'est encore à se redire. Puis peut-être de ne pas travailler oui, il y a des choses qu'on peut stimuler, tu sais, au niveau du mouvement des yeux, au niveau des habiletés de perception visuelle, mais je pense que c'est un danger de travailler ça de façon isolée. Puis je le dis autant aux parents qu'aux ergothérapeutes, je pense qu'il faut vraiment toujours remettre ça dans la tâche réelle. De mon expérience, en tout cas, c'est ça qui est le plus gagnant et c'est ça qui les aide le plus à long terme. Parce que le propre des enfants qui ont une dyspraxie, je vais reprendre ce mot-là, que ce soit moteur ou visuo-spatial, c'est que si on se rappelle que c'est de la difficulté à automatiser, puis par définition aussi à généraliser. Donc, si on travaille les habiletés de façon trop isolée, trop un peu, je vais prendre le terme laboratoire ou en tout cas décroché de leur vraie vie, ils ont plus de difficultés à l'utiliser dans leur vraie vie, dans les vrais contextes. Donc, il faut relier ça rapidement aux tâches réelles qu'ils vivent. Ça pourrait être, une piste aussi, là, puis de faire attention, puis de pas de dire aux parents, ben entraînez beaucoup la perception visuelle,
Tu sais, oui, on peut faire toutes sortes d'activités qui sont bonnes, mais les raccrocher à, tu vois, maintenant tu lis mieux, maintenant on va faire des chercher-trouves, mais après ça, on va voir si dans la lecture ça a de l'impact. Fait que moi, je dirais que c'est ça la clé. C'est une bonne clé. Je trouve que j'espère que tout le monde, ben, si vous entendez ceci, vous êtes encore là, mais j'espère que tout le monde a écouté jusqu'à la fin juste pour cet élément-là qui est vraiment significatif. C'est une clé, importante. Y avait-tu, autre chose que tu voulais ajouter? Je m'en vais vers la Oui, c'est ça. conclusion. Ben, je te suis, je te suis, mais justement, avant, dans les ressources, tu disais là, tu sais, que tu allais mettre, puis on Ouais. mettra quelques ressources. Il n'y a pas énormément là, de ressources spécifiques sur le DVS, la DVS. Puis celles qui existent là, sont principalement en France, mais il y en a des bonnes. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que sur le site de l'Association Dagobert et compagnie, qui est le site, hein, on se rappelle, l'Association pour toutes les personnes qui ont un TDC, ben, dans l'onglet Conditions associées, il y a quand même une section sur la dyspraxie visuospatiale. Et tantôt, quand on parlait d'optométrie, ce que je trouve important de dire aux gens, c'est qu'il y a des exemples de questions à poser si on veut aller plus loin en optométrie, parce qu'on n'a pas parlé, là, tu sais, des fois, l'optométriste pourrait aussi être d'une aide, mais ce ne sont pas tous les optométristes qui font de l'optométrie développementale. Donc, il faut que les parents puissent être aiguillés sur ben, quelles questions je devrais poser avant de me présenter, puis qu'ils fassent un examen visuel standard, puis qu'on ne soit pas plus avancé. Là. Fait que là, je trouvais que sur ce site-là, il y a vraiment des bons exemples de questions, puis c'est un optométriste qui a travaillé avec les gens de l'association pour donner ces ressources-là. Fait que ça pourrait être intéressant, on va le mettre en référence. Là, Absolument. Je mets en référence aussi comment te retrouver si on est au Québec et on souhaite de la Oui, supervision, oui, consultation, mentorat avec oui, toi. oui, oui. C'est une bonne ressource, surtout dans ce domaine-là. Puis, le mot de la fin, je vais le prendre. J'ai presque le goût de te demander si tu signes des attestations parce qu'on a tellement ri dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est une blague. Oui. Mais juste pour vraiment te remercier, c'était ressourçant, mais très formatif aussi d'un point de vue d'une ergo. Et je suis pas la seule, certainement, qui pense ça. Donc, sincère remerciement d'avoir pris de ton temps pour venir faire cette discussion-là avec moi. Puis, au plaisir de Eh oui, te revoir bientôt. bien certain. Ben, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis si ça peut aider, ben, c'est tant mieux. C'est clair. Ben, bye bye. Bye bye. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!